Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'édition 2024 de la Journée européenne de la culture et du patrimoine juif. Cela fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que l'Institut Maïmonide, l'Institut universitaire Maïmonide Averroès-Thomas-d'Aquin, est l'organisateur exclusif à Montpellier de cette Journée européenne de la culture et du patrimoine juif qui a été mise en place sur le vieux continent pour faire prendre conscience aux Européens de leur héritage, de leur histoire, et pour beaucoup, l'occasion de vérifier dans la pierre, notamment, l'ancienneté du judaïsme en Europe. Il n'y a pas d'Europe sans juifs. Là, vous avez des Romains, vous avez des représentants du mosaïsme, de la loi mosaïque, de la loi de Moïse. Car vous n'êtes pas sans savoir que les Romains, lors de la colonisation de la Terre Sainte, de la terre d'Israël, lorsqu'ils détruiront effectivement ces entités, et notamment le temple de Jérusalem, le temple de David et Salomon, se mettra en place une diaspora, une dispersion, ça vient de l'hébreu, diaspora, et les Juifs vont essaimer dans toute l'Euroméditerranée, nourrissant le rêve séculier de retour à Sion, de retour à la patrie ancestrale, qu'ils matérialiseront au XXe siècle, en 1947-1948. Alors, je voudrais remercier l'Office de tourisme qui nous permet d'organiser cette manifestation, JECPJ France, la Journée européenne de la culture et du patrimoine juif. Saluer la présence de Milia Houguet, adjointe au maire de la ville de Montpellier, représentant Michael Delafosse, maire et président de la métropole, qui était présent en cet espace mardi dernier, avant la manifestation contre l'antisémitisme. Il faisait partie d'une délégation avec le préfet de l'Hérault, le grand rabbin de France et le président du consistoire central et le président du consistoire régional. Voilà, comme un clin d'œil à l'histoire, avant la manifestation contre l'antisémitisme, vérifier dans la pierre que les Juifs sont présents depuis toujours en France. Nos ancêtres, les Hébreux, nos ancêtres pas seulement les Romains, les Gaulois, les Gallo-Romains, les Grecs, les Arabes, mais aussi les Juifs. Alors la première question que l'on va se poser tous ensemble ce matin, en cette première journée du mois de septembre, est la suivante. À quand une présence juive à Montpellier et d'une manière plus large en Occitanie, dans l'ère hexagonale? Il n'y a pas de France sans juifs. La découverte au plan d'Orgon, à Orgon, dans le comté avessin, d'une lampe à huile dans les années 60, démontre une présence bimillénaire, une présence qui remonte à des temps immémoriaux. Elle a été datée du 1er siècle de notre ère, qui était un siècle crucial pour le peuple juif, puisque c'est la fin de l'Israël antique, la deuxième chute du temple de Jérusalem par Titus et les légions romaines. C'est le siècle de Jésus, l'un des deux courants judaïques qui va essaimer en Euroméditerranée. Après le culte du temple, deux courants judaïques vont effectivement s'affirmer. Les Juifs de Jésus, qui lentement mais sûrement deviendra le christianisme, et les Juifs de la synagogue, le judaïsme actuel. C'est une lampe à huile avec une menorah, le chandelier à 7 branches, qui est le symbole premier du peuple juif. Ce n'est pas l'étoile de David, l'étoile du roi David, c'est la menorah, le chandelier à 7 branches, qui ornait le temple de David et Salomon. Voilà donc pour l'implantation française. Notre région, déjà, il s'agit de la Provence, mais c'est guère loin, comporte déjà un témoignage important de la présence du peuple à la loi mosaïque. Pour notre région, le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, mais on va se cantonner au Languedoc-Roussillon, c'est la pierre tombale de Narbonne, datée du 7e siècle, des années 600, et je salue la présence de nos amis narbonnais, qui effectivement désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragorus, Justus, Matrona et Dulciorella. C'est un texte à épigraphie latine qui se termine par 3 mots hébreux, Shalom à l'Israël, paix sur le peuple juif. Donc, les Juifs sont présents en Languedoc-Roussillon depuis les années 600, mais bien évidemment qu'ils sont là depuis bien avant. Charlemagne en personne atteste d'une royauté juive à Narbonne. Il parle de Nassi, de dirigeants communautaires. Les assises du judaïsme français sont à chercher entre Arles et Narbonne. Ce n'est pas l'Alsace pourtant si riche avec une présence continue de représentants du mosaïsme. C'est Narbonne et Arles.
Et au milieu, évidemment, il y a notre chère Occitanie, où des représentants du judaïsme vont donner leur pleine mesure au cours des siècles, en tout cas pour le Moyen-Âge, dans divers champs d'activité, en commerce et dans le monde des sciences. Donc, voilà pour la plus ancienne trace. Des légendes font état d'une fondation de la cité de Lunel par des représentants juifs. Ce n'est pas faux, mais aucun document permet de l'attester. Il faut attendre le début du XIIe siècle pour avoir des traces, des matériaux tangibles. Mais les Juifs appelaient Lunel la petite Jéricho. Jéricho en hébreu veut dire la lune, Lunel. Donc il n'est pas interdit de penser que des Juifs, aux alentours, aient pu contribuer à la fondation de la cité sur la route du sel. Les Juifs sont présents donc depuis l'époque romaine et probablement qu'à Montpellier, à la fin du Xe siècle, ils vont contribuer à la création de la ville de la montagne, qu'ils appelleront Ir HaHar, la ville du mont, Ir HaKodesh, la ville sainte, ou Har Ga'ash, la montagne de l'agitation. Montpellier est édifié, je vous l'apprends point, à la fin du Xe siècle. Des Juifs aux alentours, il y en avait à Latte, nombreux, à Lunel. Probablement que Montpellier, qui s'affirme comme un carrefour commerçant, comme une cité cosmopolite, a dû voir arriver des Juifs, effectivement. Et ils sont là dès le début du XIIe, comme en attestent certains documents d'archives, mais probablement dès 985. La première trace d'une présence juive à Montpellier, c'est le testament de Guillaume numéro 5, en 1121, qui enjoint sa descendance de ne point nommer dans la fonction d'officier de justice des Juifs pour ne point qu'ils s'enracinent. Ce XIIe siècle qui nous renseigne sur l'histoire des Juifs à Montpellier, en 1140, une vague de Juifs andalous arrive en Languedoc-Provence, appelée au Moyen-Âge la Provincia, Provence-Languedoc. Après l'époque almoravide, de rencontres judéo-christiano-musulmanes, période un peu fantasmée car les Juifs et les chrétiens étaient des citoyens de seconde zone, soumis à la dignitude, ils avaient le statut de dhimmi, mais tout de même des rencontres majestueuses dans la science, dans la culture, avec deux représentants pour le moins éminents, deux génies de la pensée pour le monde arabo-musulman, Ibn Rushd, de nom latinisé d'Averroès, Ibn Maïmoun, Ben Maïmon, Maïmonide pour le monde juif, deux conciliateurs de l'inconciliable pour l'époque, les raisons du cœur et de l'intelligence, Athènes et Jérusalem, la foi et la raison, deux dirigeants communautaires tensés par leurs coreligionnaires, justement, tort d'avoir raison trop tôt, car voulant, faire pénétrer l'islam et le judaïsme de la sophia grecque. Foi ou raison. Mutadis, mutandis, c'est un éternel débat, encore aujourd'hui, dans les différentes composantes du monothéisme, dans le trident monothéisme. Donc après cette époque, tout de même d'un islam que nous qualifierions aujourd'hui d'éclairé, va succéder un islam qui le sera beaucoup moins, l'islam almohade. Ibn Toumart déferle du Maghreb avec ses troupes sur le sud de la France, de l'Espagne, en Andalousie, et donne le choix aux Juifs la conversion à la foi mahométane, l'exil ou la mort, ou le glaive. Beaucoup vont prendre le chemin de l'exil, la quasi-totalité. Une partie choisira le versant oriental, la famille Maïmonide, s'arrêtera un temps à Fès, ville jumelée avec Montpellier, puis à Fousta, le vieux Caire, où Maïmonide deviendra le médecin du ministre de Salah ad-Din de Saladin. Maïmonide, nous lui devons son opus magnum, un ouvrage phare pour le monde juif médiéval, le Guide des perplexes, mal traduit en français par Guy des Aigrets, en arabe le Dalalat al-Haïm, en hébreu le Moreh Nebuchim. C'est un traité arabe sur la forme, mais un livre éminemment juif sur le fond, qui entendait, pour faire court, concilier la foi et la raison. D'autres membres de cette internationale andalouse, pour paraphraser Moshe Hidel de l'Université hébraïque de Jérusalem, vont choisir la Provence. Entendez donc la Provence Languedoc. Beaucoup s'établiront ici donc à Lunel. C'est le cas notamment des Thibonides. La thématique de l'édition 2024 de la Journée du patrimoine juif, c'est famille. Et on va apporter un éclairage sur plusieurs familles, deux essentiellement, les Thibonides qui ont essaimé entre Lunel, Marseille et Montpellier, et les Kimri qui ont essaimé à Narbonne, avec notamment David Kimri,
le fils, le prince des grammairiens, auteur du fameux Sefer HaShorashim. Donc, une partie de cette internationale andalouse pose ses valises en Languedoc. Peut-être, sans doute, savait-il qu'il y avait déjà des îlots, des implantations hébraïques. Ce sont des juifs à Lunel, avant l'arrivée des Andalous, qui s'adonnent à la pratique toraïque, qui ne sont point ouverts aux acquis de leur temps, qui ne parlent pas la langue du savoir au Moyen-Âge qui est l'arabe. Ils voient l'arrivée de ces juifs andalous très intellectualisés d'une manière assez curieuse. Ils veulent qu'ils leur enseignent la philosophie aristotélicienne, la médecine arabe médiévale, et en tout premier lieu qu'ils leur traduisent le Guide des perplexes de Maïmonide. Car il avait été écrit en arabe avec des lettres hébraïques. Les Juifs n'avaient point le droit d'écrire en arabe la langue du prophète. Il avait donc écrit en hébreu, en arabe avec des lettres hébraïques. Et ici même, un Juif va traduire l'ouvrage phare de Maïmonide, qui avait été écrit en arabe avec des lettres hébraïques, il va le traduire de l'arabe avec des lettres hébraïques en hébreu. Et 26 ans après sa mort, il y aura des controverses à Montpellier autour de la pensée maïmonidienne. Le chef de la communauté de Lunel, qui répondait au nom de Meshulam, une grande famille juive locale, va désigner avec Yosef Nathan Akoel, dont la municipalité montpelliéraine a acquis un texte il y a quelques années, pour que le fils Thibon traduise l'Opus Magnum de Maïmonide. Le père était arrivé en 1140 d'Andalousie, de Grenade, il était de souche grenadine. Il y a une statue à son effigie, une statue à sa gloire en Andalousie, grand traducteur des œuvres de Saadia Gaon et Yehuda Levi. Il va s'installer à Lunel et son fils va traduire le Guide des perplexes de l'arabe avec des lettres hébraïques en hébreu. Et on a un échange épistolaire avec Maïmonide qui au soir de sa vie est au Caire sur comment comprendre, comment traduire, car traduire c'est trahir, la pensée maïmonidienne. Il mettra plusieurs années à traduire cet ouvrage, à le rédiger. On est avant l'imprimerie, ce sont des incunables. Mais il va l'achever, clin d'œil de l'histoire, l'année même de la mort de Maïmonide, en 1204, à l'automne 1204, à Lunel. Et 26 ans après, il y aura des controverses maïmonidiennes à Montpellier. C'est vous dire si Lunel était une ville importante pour le judaïsme. Une ville surtout accolée à l'exégèse juive, le Talmud, les commentaires des rabbins sur la parole révélée sinaïtique. La Bible, c'est la loi de Moïse. Le Talmud, ce sont les commentaires des rabbins sur ces paroles toraïques. Lunel était au Moyen-Âge une ville pour le judaïsme de foi, de piété, aussi importante à l'époque que le serait aujourd'hui Jérusalem, New York ou Paris. Et c'est pour ça que nous avons, il y a quelques années, parallèlement à la sortie de plusieurs ouvrages scientifiques de vulgarisation sur les Juifs d'Occitanie, produit avec Midi Libre un hors-série sur les Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue, pour faire prendre conscience de l'ancienneté du judaïsme français et régional, mais aussi et surtout montrer, pas seulement qu'il y avait des Hébreux, montrer que ces Juifs présents ici ont été un trait d'union entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale, des passeurs de culture, une petite cordoue, des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Montpellier, la médecine et la philologie, Lunel et le Talmud, la traduction du Guide des perplexes, Vauvert, anciennement Posquière, ville de Kabbale, le mysticisme juif. Kabbalah en hébreu veut dire réception, la compréhension du monde par le sens caché des mots. La Kabbale a des racines proche-orientales, mais elle va fleurir pour la première fois en Languedoc au Moyen-Âge. Pourquoi? Tout simplement parce que le XIIe siècle est un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens qui influence le monde juif, et on couche noir sur blanc sur parchemin les traditions forancières. Ainsi donc, au XIIe siècle, dans l'académie du rabbin Avraham ben David et de son fils Isaac l'aveugle, et apparaissent des documents kabbalistiques. Ensuite, avec les expulsions des Juifs français, la Kabbale va fleurir en Espagne, où là, ils auront un sursis de 2 siècles, 1394, 1492, oui, on va compter depuis 1306, 1492, presque 2 siècles.
puis ensuite les Juifs qui sont expulsés d'Espagne. Certains iront directement en Terre Sainte, où ils formeront des îlots kabbalistiques, notamment à Safed ou encore à Akko, Saint-Jean-d'Arc. Donc notre région a été véritablement un carrefour civilisationnel, et des cénacles de savants hébraïsants, arabisants, latinisants, hellénisants vont mettre à profit les collectivités locales de leur potentialité. Pour ce qui est du monde chrétien, apport aux sciences exactes, donc médecine, philologie, traduction. Pour ce qui est des sciences du judaïsme, Talmud, Kabbale. C'est un judaïsme brillant qui va malheureusement se clôturer douloureusement lors des édits d'expulsion des monarques français. La France va se vider de ses juifs au début du XIVe siècle. L'Europe également. La première expulsion, c'est à la fin du XIIIe en Angleterre. En France, la première, c'est Philippe le Bel en 1306. La dernière par Charles VI en 1394. On les expulse pas seulement parce qu'ils ne sont pas très catholiques, pour vous faire sourire, mais parce que ça fait rentrer des deniers dans les caisses royales. Non pas que les juifs soient riches, sauf une minorité, mais par cette expulsion, on fait rentrer des sous dans les caisses royales. Donc ils vont être expulsés en 1306, rappelés en 1322, réexpulsés dans les années 1340, rappelés dans les années 1360, et là, ils auront un dernier sursis. Et ils n'habiteront plus deux quartiers bien connus des Montpelliérains, ici même, mais la rue de la Juiverie, qui s'appelle aujourd'hui la rue de la Vieille Intendance. Et ici, nous aurons une famille célèbre, les Avigdor d'Arles, qui s'installeront à Montpellier pour s'abreuver de sciences médicales à la vénérable faculté de médecine montpelliéraine, la plus ancienne en Europe, encore en fonction. Il y avait deux implantations juives à Montpellier au Moyen-Âge. L'une dans le quartier dit de la Barallerie, ici même, la rue de la Barallerie. Les baralliers sont des tonneliers, anciennement rue de la Sabbatariée-Neuve, aucun rapport avec le mot Shabbat, mais avec la savate, chaussure. Les Juifs étaient dans le fief seigneurial d'Yèvre, sous protection royale, car les monarques en avaient besoin, les rois de Montpelliérains en avaient besoin d'un point de vue économique. Ils fournissaient par exemple des flèches lors d'attaques sarrasines. D'un point de vue politique, ils étaient souvent des conseillers royaux, les Juifs de cour. Il y avait un deuxième quartier juif dans le fief épiscopal de l'évêque de Maglone, vers le musée Fabre, rue Saint-Lévesque, où là, l'Église en a besoin d'un point de vue religieux. Elle les frappe d'infamie dans le vêtement et dans l'habitat, Rouelle, le quartier, mais pas clos, spécifique parce que Judas. Et oui, mais elle les protège car Jésus aussi était juif. Cette Église qui était pro-juive dans le Haut Moyen-Âge, et qui à mesure que l'on s'approche du bas Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, devient anti-juive, anti tout ce qui n'est pas catholique. Elle se questionne, mais qui est le Véros Israël? Qui est le vrai peuple juif? Ecclésia ou synagoga? L'Église ou la synagogue? Est-ce que les Juifs, en ne reconnaissant point la messianité de Jésus, en persistant dans l'erreur, en perdant leur terre originelle, s'ils avaient embrassé la foi catholique, peut-être que leur destin eût été meilleur. Donc elle le représente dans la pierre. Par exemple, à Béziers, sur le fronton de l'église Saint-Nazaire, vous avez la représentation de deux femmes, l'une au poratier triomphant, c'est Ecclésia, l'autre voûtée les yeux bandés, c'est Synagoga, la synagogue aveugle de la vérité chrétienne. Mais à partir du moment où vous vous convertissez, vous êtes lavé des péchés d'Israël, et vous ne risquez plus rien. C'est la différence avec l'antisémitisme contemporain, où des chrétiens d'ascendance juive finiront à Auschwitz, dans les foules. Alors qu'au Moyen-Âge, vous vous convertissez, c'est des questions d'ordre religieuse, alors qu'à l'époque contemporaine, c'est des questions d'ordre racial. Donc ici, à Montpellier, comme on atteste sur le fronton de la fac de médecine des noms des premiers médecins montpelliérains, bon nombre sont juifs, Shentov Ben Yitzhak, Ricard Senior, Meshulam, ils jouent un rôle important en médecine. Ils n'ont pas fondé la faculté, contrairement à la légende, mais leur médecine a été très appréciée. Déjà, des Montpelliérains qui préféraient aller se faire soigner chez les praticiens juifs que chrétiens. Les Juifs ont été dépositaires d'une science unique. Ils ont véhiculé tout le savoir ibérique, l'expression arabe, la médecine judéo-arabe, et effectivement, ils joueront également un rôle important en philologie, traduction d'ouvrages de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Par exemple, on parle des familles aujourd'hui, le dernier du lignage Thibon,
qui répondait au doux nom de Don Profiat pour les Occitans, Professor Judaeus dans les cercles savants, Jacob Ben Makir Ben Tibon en hébreu, va travailler avec son confrère Armand Goblaise, neveu d'Arnaud Villeneuve. Lui va traduire des langues sémitiques à l'occitan. Le chrétien traduit de l'occitan, il ne connaît pas les langues sémitiques, au latin, le juif ne connaissant pas le latin. Ainsi, par le truchement de la langue vernaculaire, on a le passage d'œuvres importantes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, des langues sémitiques, arabe-hébreu, au latin. Montpellier, médecine-philologie. Lunel, Talmud, exégèse. Vauvert, Kabbale, mysticisme. Mais il y avait des juifs un peu partout, à Marcillard, à Saint-Gilles, à Mende, à Perpignan, à Narbonne, à Béziers. L'histoire est plus lacrymale, nous n'avons pas le temps de développer à Béziers. Narbonne, ville essentielle pour le monde juif. Perpignan, Carcassonne. La France était très enjuivée, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que pour certaines localités, jusqu'à 20% de la population juive. À Lunel, dans le nord de la France, à Rouen, 20% de la population juive. On a même une rue des Juifs à Guérande. Rendez-vous compte, les Juifs étaient présents en Bretagne. Et les Juifs sont d'ailleurs français avant les Bretons, avant les Juifs bretons aussi. C'est vous dire que cette histoire est très intéressante. Aujourd'hui, notamment, mais pas seulement, avec le retour, la résurgence de l'antisémitisme, on se repenche sur les racines chrétiennes de la France, sur les racines judéo-chrétiennes de la France. Qui dit chrétienne ou musulmane dit forcément juive, religion fille. Quelqu'un a dit que le christianisme est la victoire du judaïsme en Occident, quand l'islam est la victoire du judaïsme en Orient. L'idée messianique. Mais oui, les juifs sont présents depuis toujours en France. Alors il y a eu une césure. Du XIVe siècle à la Révolution, au XIXe, il n'y a pas de juifs en France. Sauf certaines régions clés. L'Alsace-Lorraine, c'est un statut particulier, donc il y a une présence continue. Le Comte-Avessin, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Lille sur la Sorgue. C'est une enclave pontificale, les juifs du pape. Le sud-ouest de la France. Mais hormis cela, il n'y a pas de juifs. Sauf des cas, et je finirai cette présentation historique par cet aspect-là, avant que nous descendions dans l'idée, sauf des cas de maranisme, et le terme est plutôt approprié pour l'Espagne, les maranes, chrétiens à la ville, juifs à la maison, des crypto-juifs, une minorité n'ayant pas voulu mourir ou prendre le chemin de l'exil, se convertir au christianisme pour pouvoir garder leurs privilèges, c'était les plus nantis, et pensant naïvement retourner à la foi de leur père. C'était le cas, par exemple, à Montpellier, des Catalans. Emmanuel Leroy-Ladurie, l'immense historien, en parlait dans son ouvrage monumental en 2 tomes sur les Platers, que la fratrie helvétique Plater, venue étudier la médecine à Montpellier, est logée par des apothicaires, juste ici, à la place de la préfecture, qui s'appelaient Catalans, mais qui avaient des mœurs pour le moins étranges, ne mélangeant pas les mets carnés et les mets lactés, les femmes allumant des bougies le vendredi soir, et les garçons étant circoncis. On était dans des cas de crypto-judaïsme, chrétien à la ville, catholique ou protestant, allant à l'église, mais à la maison, judaïsant en cachette. Ici, nous avons les Catalans et les Saporta. En Provence, il y avait les Grimaldi, les Falco, les D'Entrecasteaux et les Destienne-d'Or. Les plus grandes rues du vieux Marseille s'appellent le cours Destienne-d'Or, etc. Les expulsions des monarques français sonnent le glas des judaïcités hexagonales. Il faudra attendre plusieurs siècles pour retrouver un nouvel acte de l'histoire des Juifs en France avec la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la France devenant le premier pays en Europe, deuxième dans le monde après les États-Unis d'Amérique, à émanciper tout le monde, à émanciper les Juifs, et les représentants du mosaïsme vont remarquablement s'intégrer dans le courant du XIXe siècle, avec 2 retours en arrière terribles, mais qui auront des incidences pour le judaïsme actuel, l'affaire Dreyfus et le régime d'État français de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.